Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne PCM4EU. Je suis très content de te recevoir Estelle. Merci pour l'invitation. De rien, dans notre beau jardin derrière notre unité de recherche. Est-ce que Estelle, tu peux te présenter et dire ce que tu fais, s'il te plaît? Donc moi je suis Estelle Vallier, je suis chercheuse en sociologie au département sciences humaines et sociales du Centre Léon Bérard. Mes intérêts de recherche, ils sont au croisement de deux types de sociologie, donc la sociologie des sciences et la sociologie du travail. Et donc dans ce cadre-là, moi je m'intéresse vraiment aux transformations organisationnelles et professionnelles dans des contextes d'innovation. Du coup, dans le cadre de ma thèse, je me suis plutôt intéressée aux relations entre chercheurs et industriels dans le domaine des biotechnologies. Et depuis à peu près 4 ans, maintenant je m'intéresse donc au domaine de l'innovation en cancérologie. Super. Voilà. Et donc c'est ça sur quoi va porter notre entretien aujourd'hui. Principalement sur la médecine génomique, Ouais. Les analyses moléculaires des cancers dont on parle pas mal dans notre chaîne. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu le sujet des analyses génomiques des patients atteints de cancer? Qu'est-ce que ça regroupe? Bah, du coup, moi je vais en parler vraiment de mon point de vue d'observatrice et de sociologue. Du coup, peut-être faire un petit point sur quelle méthode on utilise justement pour analyser tout ça. Donc nous, on travaille essentiellement avec des méthodes qualitatives et quantitatives. Et donc pour les méthodes qualitatives, on fait des entretiens semi-directifs avec plein d'acteurs différents, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients, des proches de patients. On fait aussi des observations de réunions, de situations de travail, de consultations aussi. Du coup, moi, je fais essentiellement des méthodes qualitatives, mais que je combine des fois avec des collègues, avec des méthodes quanti, avec la passation de questionnaires. Donc ça, c'est un peu pour dire d'où je parle. Voilà. Approche, ouais. Et donc, dans le cadre d'un projet particulièrement, on s'est intéressé, donc qui s'appelait Prescrire la médecine génomique. On aurait pu l'appeler prescrire la médecine génomique en France parce qu'on a enquêté uniquement dans des hôpitaux en France. Et donc on s'est intéressé à l'implémentation du plan France Médecine Génomique dans le soin. Et donc un peu pour resituer le plan France Médecine Génomique, il s'inscrit dans une démarche déjà internationale vis-à-vis d'autres plans qui ont été aussi implantés dans d'autres pays, notamment donc Genomic England au Royaume-Uni et Precision Medicine Initiative aux États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nous, on s'est intéressé vraiment un peu au pourquoi ce plan et aux discours politiques qui ont précédé ce plan. Et en fait, il y avait vraiment cette idée de rattraper le retard international en France avec ce plan, à la fois sur des ambitions scientifiques, mais aussi avec des ambitions cliniques. Et c'est ça qui distingue le plan français des autres plans états-uniens et anglais. C'est que vraiment, c'est un plan pour le soin et pas uniquement avec des pratiques de recherche. Donc le plan dont tu parles, le plan France Médecine Génomique, l'idée concrète, c'est de séquencer des patients, enfin l'ADN des patients, ou l'ARN d'ailleurs, qui ont des maladies, mais qui peuvent être cancer ou autres, comme les maladies génétiques ou les maladies rares. Et donc j'ai l'impression que vous avez surtout analysé pour le cancer, on a plutôt analysé pour le cancer, okay. Oui. Ouais, on s'est intéressé à la mise en place globale du plan, parce qu'on a enquêté justement dans les 2 plateformes qui ont été mises en place à la suite d'un appel à projet piloté par l'État. Et donc on a enquêté sur la plateforme Rhône-Alpine et sur la plateforme d'Île-de-France, puisque du coup la France est divisée en 2 pour la gestion des échantillons, avec une partie pour caricaturer sud-est et nord-ouest. Et donc on s'est intéressé à la mise en place de ces plateformes qui a pris beaucoup de temps en fait entre 2015 et 2019-2020 avant qu'elles soient justement effectives. Et c'est vrai que les acteurs qu'on a rencontrés nous ont dit que c'était vraiment la grosse partie de la mise en place du plan en fait, puisqu'il a fallu sortir des laboratoires de terre, il a fallu régler toutes les questions juridiques, réglementaires, monter l'infrastructure de bioinformatique, etc.
Tu veux nous donner un peu des détails sur ce que vous avez analysé, détecté comme choses attendues, mais il y a sûrement eu pas mal d'inattendus sur tous les besoins finalement d'une chaîne pour de l'échantillon qui vient du patient, faire un compte-rendu de son analyse génétique qui revient du coup au médecin qui prend en charge ce patient. Comment tout ça s'est mis en place ? En plus du coup de la mise en place des plateformes, ce qui a posé problème, on peut le dire comme ça, c'est vraiment la mise en place des 2 logiciels de prescription en ligne, parce que du coup c'était un énorme process à mettre en place. Et du coup qui a rencontré un peu des résistances dans les hôpitaux, parce qu'en fait c'était une activité très chronophage qui venait du coup s'ajouter déjà à la charge des cliniciens qui est déjà importante. Donc ça a été un point assez important, et du coup qui a amené à l'arrivée de nouveaux postes, justement les assistants de prescription dans un premier temps, puis aujourd'hui qui sont dénommés chargés de parcours génomique, qui du coup font vraiment un travail essentiel, souvent invisible, mais quand même essentiel pour justement fluidifier tous ces process de prescription. Oui, parce que ces process, ils sont obligés par l'anonymisation et par la transmission d'informations suffisantes, cliniques et sur la maladie, pour pouvoir interpréter le compte-rendu génomique, c'est ça principalement ? Oui, et du coup, il doit être signé par un médecin pour le coup. Ouais. Et du coup, il y a des nouveaux métiers. Donc, tu as cité le chargé de parcours génomique, qui en effet fait tout ce travail un peu de fourmi et détaillé. Est-ce qu'il y a eu d'autres métiers ou d'autres besoins qui ont émergé pendant la mise en place de ce programme ? Ça, je dirais que c'est plus large sur la biologie moléculaire dans la clinique depuis, il y a des travaux en sciences sociales qui mentionnent ça justement depuis les années 90, comment justement le monde professionnel lié à la génomique s'est étendu et s'est complexifié au fur et à mesure des années. Et du coup, comment justement le travail d'interprétation du coup nécessaire a nécessité l'arrivée en force des biologistes moléculaires, des bioinformaticiens aussi, qui occupent aussi une place centrale. La place aussi importante des techniciens de laboratoire qui font tout ce travail-là. Donc c'est pas forcément des nouveaux métiers en tant que tels, mais c'est des métiers qui ont pris, des professions qui ont pris une place importante dans la division du travail biomédical pour le coup. Ouais. Et clairement, c'est l'association un peu de toutes ces personnes qui permettent une bonne interprétation en fait, de l'analyse. Et on le voit à la fin dans les RCP moléculaires où on essaye, pour les patients atteints de cancer, d'orienter sur des traitements ciblés sur les anomalies, que tout le monde est autour de la table. Comment ça, par exemple, ça s'est mis en place de pouvoir réunir un petit peu les niveaux de décision ? Est-ce que c'est des choses que tu as explorées, que tu as analysées ? C'est des choses que je suis en train d'explorer, donc, mais est-ce que je peux en dire quand même quelques mots, mais justement, l'espace des RCP, c'est un espace super intéressant pour justement observer vraiment la coordination entre toutes les parties prenantes, puisque en fait on voit au sein de la RCP, on voit vraiment une variété d'acteurs et pas forcément que des acteurs liés à la recherche ou au monde médical. Enfin voilà, il y a les biologistes qui sont là, le personnel les ARC, les chargés de parcours génomique aussi, les cliniciens. Mais aussi on voit d'autres parties prenantes au sein de ces RCP et qui sont fondamentales du coup dans la biologie moléculaire. C'est aussi, on voit la place de l'industrie qui est de plus en plus importante, avec justement quand il est question d'envoyer des patients vers des essais cliniques. En fait, là, je fais vraiment une montée en généralité sur qu'est-ce qu'on voit dans la RCP, mais je pense aussi aux industriels du séquençage qu'on voit à travers les comptes rendus d'analyse qui défilent sur l'écran. Ils sont présents aussi à ce moment-là.
Et forcément, il y a la partie prenante centrale qui est le cas du patient qui est discuté collectivement. Donc pour moi, la RCP est vraiment un point d'entrée qui permet ensuite de réfléchir au positionnement de chacun. Ouais, c'est super. Quel impact ça a, cette mise en place de ce gros programme sur la prise en charge des patients? Quelles sont les perceptions des patients de cette nouvelle médecine? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pour une enquête sur les essais de phase précoce, je me suis principalement entretenue avec des patients qui avaient bénéficié d'un profilage moléculaire et qui étaient inclus dans des essais de phase précoce. Et ce qui ressort chez la majorité des patients, c'est qu'ils ont très peu de prise sur ces parcours de médecine de précision. C'est très compliqué de comprendre ce qu'est la biologie moléculaire et tous les enjeux que ça suppose. Il y a un coût d'entrée, on appelle ça en sociologie, il y a un coût d'entrée très fort, mais qui est un coût d'entrée pour nous aussi, sociologues, qui ne sommes pas biologistes, qui ne sommes pas médecins. Donc vraiment pour comprendre cette médecine hautement technique. Donc la plupart des patients, c'est vrai que c'est ça. Après, il peut y avoir aussi des phénomènes pour certains patients, ce qu'on appelle de mésentente thérapeutique, où du coup le fait qu'on vienne parler de questions d'ADN, de génétique, etc., qu'on dise à un patient qu'il est inclus dans un essai parce qu'il a une altération moléculaire particulière, chez certains patients on a pu voir qu'il y avait une sorte de sentiment d'élection qui pouvait se dire « Ah, moi j'ai ce gène, du coup je suis particulier ». Enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut voir. Puis ça peut aussi, comme ça s'adresse souvent à des patients atteints de cancer avancé, ça peut générer aussi beaucoup d'espoir et on se dit « Ah, c'est la médecine de demain, les thérapies ciblées, etc. » Et après, on a quelques patients, mais vraiment des exceptions, mais on en trouve toujours quelques-uns qui ont développé une vraie expertise. Donc c'est pas n'importe quel patient, c'est souvent des patients qui ont des profils socio-économiques, des CSP+, etc., mais qui ont vraiment développé une expertise qui du coup cherchent aussi par eux-mêmes à rentrer dans des essais cliniques, qui vont être très actifs. Donc on peut avoir ce patient très entrepreneur, mais ça reste une exception. Ouais, c'est super intéressant et ça parle beaucoup à la pratique qu'on a et ce qu'on voit en effet comme type et profil de patient. Du coup, est-ce qu'à l'issue de ça, il y a un peu des recommandations ou des conseils pour expliquer en fait la médecine génomique, l'analyse moléculaire et éventuellement l'impact thérapeutique que tu pourrais partager avec nous? J'ai plus des interrogations sur peut-être prendre ça en charge plus en termes vraiment d'organisation des soins, parce que ce qu'on est en train de pousser avec des collègues dans un travail en cours, c'est en quoi justement la biologie moléculaire peut venir un peu fragiliser les organisations de soins, parce que pour le coup la médecine personnalisée, comme son nom l'indique, ça singularise vraiment les parcours, donc chaque patient a un parcours particulier. Et donc ça, du coup, ça vient un peu fragiliser les patients qui aussi n'arrivent pas à se retrouver dans la façon dont est organisé l'hôpital traditionnellement, avec des localisations tumorales, des services. Voilà. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on organise ça d'un point de vue vraiment hospitalier. Et puis l'autre point aussi sur lequel il faut avoir une attention, c'est que pour l'instant, cette médecine de précision, elle est disponible dans quelques centres en France. Et donc ça pose des questions en termes d'accessibilité. Voilà. Ok, voilà. C'est intéressant, on a vu tous les plans, mais c'est en effet important de pouvoir avoir cette vision globale de tout ce que ça implique, du patient jusqu'au régulateur. Donc je pense que c'est une bonne manière de conclure. Et en tout cas, merci beaucoup Estelle pour ce panorama synthétique et efficace. Et puis à bientôt.